Donc, bonsoir à toutes et tous. Mon nom est Mathieu Charbonneau, directeur d'Action Santé Outaouais. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition du 5 à 7 Action Santé Outaouais. Action Santé Outaouais est un organisme de défense collective du droit à la santé qui, par des activités d'éducation populaire et des analyses politiques non partisanes, travaille à déclencher des réflexions et des mobilisations pour une prise en main collective du droit à la santé. ASSO tient à remercier le secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales de rendre possible cet événement. Donc, comme vous le savez, dans les derniers mois, le gouvernement du Canada a agi pour réduire la place du privé en santé. D'une part, avec le régime canadien de soins dentaires, le gouvernement fédéral offre maintenant la couverture d'une partie des coûts des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial est en deçà de 90 000 $. D'autre part, le fédéral a récemment déposé, en fait, à l'hiver 2024, un projet de loi qui définit une première politique nationale du médicament. Et cette politique inclut notamment la couverture universelle des médicaments contre le diabète et la contraception. Au contraire, comme vous le savez aussi, on a observé l'année dernière l'adoption d'une autre importante réforme de la santé, donc en 2023, qui vient normaliser davantage le recours au privé en santé au Québec, avec la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Le gouvernement du Québec vient notamment encourager, on pourrait même dire institutionnaliser, le recours aux centres médicaux spécialisés privés. C'est donc dans ce contexte qu'ASSO et ses partenaires ont senti le besoin de se rassembler pour réfléchir à la place du privé en santé. Est-ce que le privé est une solution aux nombreux problèmes des systèmes de santé ici et ailleurs, ou s'agit-il plutôt d'un problème en soi? Pour contribuer à cette réflexion, nous avons ce soir la chance de recevoir Mme Anne Plourde. Bonsoir. Bonsoir. Anne Plourde est politologue, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle est l'autrice de plusieurs études, notamment de l'essai « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé », publié en 2021 aux éditions Éco-Société. Cette année, en 2024, Anne Plourde a publié « Santé Inc. Mythe et faillite du privé en santé », également chez Éco-Société. Donc, commençons par la base. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle du privé en santé? Oui, bien ça, c'est une question importante parce que c'est important de faire la distinction entre ce qu'on appelle le privé-privé et le public-privé, en quelque sorte. Il faut voir, en fait, si on parle de privé au niveau du financement des services et si on parle de privé au niveau de la prestation des services. Et c'est important de faire la distinction. Quand on parle de privé au niveau du financement des services, ce dont on parle, en fait, c'est quand les gens ont à payer de leur poche directement pour s'acheter des services ou encore quand les gens ont recours à des assurances privées pour couvrir des services de santé qui sont offerts dans le secteur privé également. Donc, le financement privé des services, c'est vraiment quand on paie pour avoir accès à des services de santé. Alors que la prestation privée, là, c'est dans des situations où les services sont offerts par des entreprises privées à but lucratif, mais ce n'est pas nécessairement financé de manière privée. On peut être dans des cas où, et c'est très fréquent en fait, où les services sont donnés par des entreprises privées, mais financés par le secteur public. Donc, les gens n'ont pas à payer de leur poche pour avoir accès aux services. On peut penser, par exemple, au CHSLD privé conventionné. C'est un exemple de service qui est offert par des entreprises privées à but lucratif, mais qui est payé en bonne partie par des fonds publics. Et l'exemple, en fait, le plus répandu, si on veut, au Québec, c'est celui de la médecine de famille et en fait des médecins en général. On est dans un modèle au Québec où les médecins ne sont pas des employés du secteur public. Ils sont des travailleurs autonomes, des entrepreneurs indépendants. Pour plusieurs d'entre eux, ils travaillent dans des cliniques privées à but lucratif, mais même quand ils travaillent dans les hôpitaux publics,
ils ne sont pas employés de l'hôpital, ils sont entrepreneurs indépendants, mais leurs services sont entièrement payés par la RAMQ. Donc, on n'a pas, nous, à payer directement pour avoir accès à ces services-là. Et ce que je montre dans mon livre, en fait, c'est que ces deux formes-là de privé, donc le privé-privé où on paie pour les services et le public-privé où on n'a pas à payer, mais où les services sont quand même donnés par des entrepreneurs privés, ces deux formes de privé-là posent des problèmes importants. On a beaucoup entendu là, dans les derniers mois le gouvernement dire on va privatiser des services, mais les gens n'auront pas à payer pour essayer de dédramatiser cette privatisation-là. Mais ça pose des problèmes, même quand on n'a pas à payer directement pour avoir accès à ces services-là. On va y revenir, mais autrement dit, est-ce qu'on peut dire que dans un cas où le soin de santé est marchandisé comme tel, c'est-à-dire qui est financé de la poche des personnes ou des assurances privées et qui est donné dans un contexte d'une organisation privée, ou qui est financé par le gouvernement, mais donné dans un contexte d'une organisation publique, mais dans les deux cas, on génère des inefficacités, des iniquités. Exactement, et des problèmes de coûts aussi, des problèmes d'organisation, donc toutes sortes de problèmes associés à la privatisation des services de santé, même quand on n'a pas, nous, en tant que patientes et patients, à payer de notre poche pour avoir accès à ces services-là. OK. On va y revenir. On va encore peut-être prendre un pas vers l'arrière, vers l'histoire. Pour comprendre, avant la mise en place du régime public universel de santé qu'on connaît aujourd'hui, qu'en était-il de la place du privé en santé? Bien, en fait, avant la création du système public qui a eu lieu dans les années 70, donc 70-71, on était dans un régime presque entièrement privé, en fait, de la santé. Il y avait quelques interventions de l'État au niveau de la santé publique, principalement. Il y avait aussi des interventions de l'État pour payer des services d'hôpitaux pour les plus démunis. Mais pour l'essentiel, les gens, pour avoir accès à des services de santé, devaient payer direct. On était dans un système vraiment marchandisé où pour avoir accès à un médecin, il fallait payer le médecin, il fallait payer l'hôpital, même dans le cas des hôpitaux qui étaient gérés par des organismes à but non lucratif, comme des congrégations religieuses, sauf pour les gens les plus démunis où là, les frais étaient payés par l'État. Mais on était dans une situation où une grande proportion de la population n'était ni assez démunie pour avoir leurs services payés par l'État, ni assez nantis pour être en mesure de véritablement se payer les services de santé dont ils avaient besoin. Et ça, en fait, ça a généré d'immenses problèmes d'accès aux services de santé pour la population. Et ça a généré aussi une grande inefficacité dans la dispensation des services de santé parce qu'on se retrouvait dans une situation où les personnes qui avaient accès aux services, c'est les personnes qui en avaient le moins besoin, en quelque sorte, parce qu'on sait très bien qu'il y a un lien très fort entre la situation socio-économique des gens et leur état de santé. Donc, les gens avec une situation socio-économique moins favorable, qui avaient beaucoup plus de chances d'avoir besoin de services, avaient moins accès parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer ces services-là. Mais en plus, on avait des problèmes d'accès géographique aux services parce que, puisque les gens payaient pour avoir accès aux services, bien, les services ne se développaient pas là où les gens en avaient le plus besoin. Les services se développaient là où les gens avaient les moyens de payer. Donc, on avait des cliniques, des hôpitaux dans les quartiers les plus favorisés. On n'avait pas de cliniques et pas d'hôpitaux dans les quartiers les plus défavorisés et aussi dans les régions rurales. Ça posait des problèmes importants parce qu'il n'y avait pas de densité de population assez grande pour que ce soit rentable d'ouvrir une clinique ou un hôpital. Et ça a été constaté notamment par la commission Castonguay-Neveu dans les années 60-70, cette grande inefficacité-là du secteur privé à donner des services aux gens qui en ont vraiment besoin. Et c'est, entre autres, bien, même principalement pour cette raison-là qu'on a justement créé un système public en 1970. C'est intéressant. On est dans une situation où les médecins étaient dans leur cabinet. On pense au docteur Tremblay dans la région de Québec qui a fondé SSQ, docteur Jacques Ferron dans la région de Montréal, qui attendait les patients. Les patients n'avaient pas les moyens de se payer le médecin. Et donc, il y avait un problème d'accès. Même les médecins constataient ces problèmes-là. Et aussi, début du 20e siècle, les assureurs privés voyaient bien que la plupart de ces potentiels marchés-là en assurance santé n'étaient pas profitables. Même les assureurs privés refusaient des couvertures au-delà des assurances vie, assurances décès. Donc,
On voit déjà ce problème d'efficacité, de capacité du secteur privé à assurer une couverture et l'accessibilité aux services de santé. Avec la mise en place du régime public universel, on se transporte dans les années 60-70, comment le privé a été intégré ou s'est ajusté à la mise en place de l'assurance hospitalisation puis de l'assurance santé? Oui, d'abord, c'est important de dire que, évidemment, les entreprises du secteur privé, les acteurs économiques, dont les médecins, dont les hôpitaux, qui profitaient de ce système privé-là, se sont farouchement opposés, et les entreprises également, là, la Chambre de commerce, le Conseil du patronat, donc tout le milieu des affaires se sont farouchement opposés à la création d'un système public de santé parce qu'on craignait la fermeture d'un marché qui était quand même lucratif pour certaines sections, disons, certains secteurs économiques et pour les médecins qui arrivaient à s'installer dans les régions les plus payantes, si on peut dire. Donc, il y a eu une opposition. Les médecins spécialistes ont même fait la grève pour s'opposer à la création du système public. Mais éventuellement, donc, ce système public-là a été créé tout de même, et ça, il faut le souligner également, le système public a été créé beaucoup en raison de la mobilisation syndicale, la mobilisation citoyenne des gens qui ont en quelque sorte forcé cette réforme-là de la création d'un système public. Mais les pressions qui venaient du milieu des affaires, qui venaient des médecins, ont été également très fortes. Et en raison de ces pressions-là, finalement, on n'a pas mis en place un système de santé entièrement public. Et ça, c'est un des grands mythes, c'est le premier mythe, en fait, que j'aborde dans mon livre. Le mythe selon lequel, au Québec, on a un système de santé qui est essentiellement public et dans lequel le secteur privé occupe une place vraiment marginale. En réalité, ce n'est pas le cas du tout. Dès le début de la mise en place du système de santé, on a laissé une place très importante au secteur privé. Le premier exemple de ça, j'en ai parlé tantôt, c'est celui des médecins. On a laissé les médecins pratiquer en tant qu'entrepreneurs indépendants, en tant que travailleurs autonomes, plutôt que de dire, bien, quand vous êtes financé par des fonds publics, vous devez être employé du secteur public et vous intégrer au système public. Donc, on a laissé là une place importante au secteur privé à but lucratif au niveau des médecins, mais aussi il y a plein d'autres secteurs où le privé est resté très présent. Le secteur de l'hébergement, le secteur des services. Et il y a des services aussi qui se sont privatisés au fil des années qui ont suivi la mise en place du système public. Donc, il y a des services qui étaient publics au départ, mais qui ont été progressivement privatisés. Le soutien à domicile, c'est un exemple de ça. Et donc, le privé a pris une place très importante. Actuellement, on a le quart des dépenses de santé, des dépenses totales de santé au Québec, sont des dépenses privées. Quand je parlais tantôt du financement privé des services, là, actuellement, les gens au Québec paient de leur poche le quart ça sort de la poche des patientes et des patients ou ça passe par des assurances privées. On parle de plus de 19 milliards de dollars par année qui sont dépensés par des gens ou par des assurances privées pour avoir accès à des services de santé. Les services professionnels, là, physiothérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes, tous ces professionnels-là, c'est en bonne partie donné dans le secteur privé. Donc, il y a des dépenses importantes qui sont faites et qui montrent bien que le secteur privé occupe une place importante. Et ça ne compte pas, ça, ce montant-là, les achats faits par le système public qui paie pour des services donnés aussi par des entreprises privées. Donc, le secteur public, malgré la création du système public, le secteur privé occupe une place très importante depuis toujours dans notre système de santé. Si on revient seulement au cas des médecins depuis la création du système actuel, qu'est-ce qu'il y a d'inefficace et d'inéquitable dans le fait que les médecins gèrent eux-mêmes leurs pratiques et ne soient pas considérés comme des salariés de l'État? Alors, il y a plein d'inefficacités. La première étant exactement les mêmes que celles identifiées par la commission Castonguay-Neveu dans les années 60. Les problèmes qui ont été identifiés dans les années 60 de les médecins s'installent dans les quartiers favorisés, ne s'installent pas dans les régions rurales. On rencontre exactement les mêmes problèmes aujourd'hui de répartition efficace des médecins sur le territoire du Québec. On entend toujours parler telle région a une pénurie, on a de la difficulté à attirer les médecins dans telle région.
parce que les médecins, il y a des tentatives là, de forcer une certaine répartition des médecins qui ont été mises en place au fil des années, mais c'est tout le temps des espèces de tentatives ad hoc de l'extérieur qui, finalement, bureaucratiques, qui ne fonctionnent pas très bien en bout de ligne. Donc, on se retrouve avec une mauvaise répartition des médecins sur le territoire. Ça, c'est une première chose. On se retrouve également avec des médecins qui ne sont pas intégrés à des équipes multidisciplinaires, qui vont avoir tendance, ou qui ne sont pas suffisamment intégrés à des équipes multidisciplinaires, qui vont avoir tendance à être... à avoir un peu un rôle de patron dans cette équipe multidisciplinaire-là, quand il y en a une équipe multidisciplinaire, ce qui crée des inefficacités également. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été identifié par la commission Castonguay-Neveu. Si on veut que les médecins travaillent en équipe, le mieux, c'est qu'ils soient salariés, parce que s'ils sont payés à l'acte, ce qui est le cas dans le régime actuel, en fait, s'ils délèguent certains services à d'autres professionnels, ils perdent de l'argent, parce qu'ils sont payés par acte posé. Ça, c'est une très grande inefficacité de notre système de santé, la rémunération à l'acte. Ça génère une bureaucratie monstrueuse qu'on a de la difficulté à imaginer. Là, chaque acte posé par un médecin est codifié et c'est extrêmement complexe, cette codification-là. Dans les années 80, il y avait 600 actes médicaux qui existaient pour être capable de rémunérer les médecins pour chaque type de soins qu'ils donnent. Quelques années plus tard, dans les années 2010, on était à 11 000 actes médicaux. C'est devenu tellement complexe que les médecins ne sont plus capables de gérer eux-mêmes leur facturation, doivent faire affaire à des firmes spécialisées et on a des armées de bureaucrates dans le système public qui sont payés pour gérer cette rémunération-là extrêmement complexe. C'est pas du tout efficace, ce genre de fonctionnement. Donc, c'est un autre exemple d'inefficacité. Je pourrais en nommer d'autres, mais je pense qu'on peut s'arrêter ici. Et là, on ne parle même pas du financement privé. Donc, l'ouverture récente, notamment avec la télémédecine, la pratique de la médecine privée, génère non seulement des inefficacités, j'imagine, mais aussi d'importantes iniquités. Oui, ça c'est très clair. À partir du moment, c'est très clair, à partir du moment où les gens doivent payer pour avoir accès à des services, ça, on le sait, il n'y a personne qui va contester ça, même le gouvernement va l'admettre. Quand les gens doivent payer pour avoir accès à des services, ça génère des iniquités parce que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer pour les services. Et à partir du moment où on crée des services privés pour lesquels il faut payer, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse passer devant les autres les gens qui ont les moyens de payer et souvent les gens qui ont les besoins les moins importants également. Donc, on laisse des gens dépasser la file d'attente en quelque sorte, mais en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on dégarnit le système public parce que quand on crée des cliniques privées, quand on ouvre des plateformes de télémédecine, bien, on a besoin de personnel pour remplir ces cliniques-là, pour faire fonctionner les plateformes de télémédecine. Ils ne sont pas encore capables de créer des infirmières clones virtuelles. On a besoin de vrais gens, en tout cas jusqu'à maintenant. L'intelligence artificielle va peut-être... Un jour peut-être, mais là, on n'est pas rendu là. Donc, ces cliniques-là, privées, la télémédecine, ces plateformes-là embauchent de façon massive des infirmières, des médecins, des travailleuses sociales, des psychologues. Et ça, ce sont des gens qui sont moins disponibles ou qui ne sont pas disponibles pour travailler dans le système public. Et donc, non seulement on fait dépasser la file d'attente les gens qui ont les moyens de payer, mais en plus, les gens qui n'ont pas les moyens de payer ou qui ont des problèmes de santé trop complexes pour être pris en charge par des plateformes de télémédecine, ces gens-là vont devoir attendre plus longtemps dans le secteur public parce qu'il va y avoir moins de personnel qui va être là pour répondre à leurs besoins. Je pense aussi, votre livre le fait bien aussi, là, puis on revient en arrière un petit peu sur la question des assurances privées. D'une manière similaire, les assurances privées discriminent les personnes les plus mal en point, les plus démunies, parce que ces personnes représentent des risques élevés ou des mauvais risques pour les assureurs privés. Donc, évidemment que ce n'est pas l'assurance privée qui va assurer un accès équitable, assurer un investissement en prévention. Au contraire, les gens qui ont le plus de besoins de santé vont avoir tendance à avoir exclus par les assureurs privés. Donc, importante iniquité générée par cette forme de financement privé-là. Oui, bien, en fait, les assurances privées, leur mode même de fonctionnement, c'est plus tu risques d'avoir besoin des services, moins il y a de chances que tu puisses y avoir accès.
Parce que si tu as des préconditions, si tu es plus âgé, si tu as déjà une maladie diagnostiquée, toutes ces préconditions-là qui peuvent exister, bien, on va carrément refuser de t'assurer ou bien on va accepter, mais en échange de cotisations qui vont être démesurées. On a tenté de contourner ces problèmes-là en créant des assurances de groupe liées au travail. Les assurances collectives. Les assurances collectives, exactement, mais ça pose encore des problèmes importants parce qu'il y a seulement les milieux de travail avec des grands bassins de main-d'œuvre qui peuvent encaisser les risques des différents employés qui sont là. Si on a une petite équipe, puis si on a, nous, à l'IRIS, on est 9-10, là. S'il y en a un de nous qui a des besoins de santé importants, bien, ça fait monter le prix des cotisations de tout le monde, puis ça devient rapidement insoutenable. Donc, c'est difficile d'avoir accès, même par le biais de ces assurances collectives-là. Ça crée même des situations de stigmatisation dans les milieux de travail où les gens qui sont atteints de maladies graves, par exemple, sont pointés du doigt souvent par leurs collègues pour ces raisons-là. On sait aussi qu'un exemple fictif, mais par exemple, en assurance collective, des professeurs d'université vont payer moins cher que des chauffeurs de taxi, par exemple, dans une assurance groupe. Donc, clairement, une logique actuarielle qui est inéquitable dans son essence. Une des questions, ou plutôt des propositions mises de l'avant par le gouvernement, évidemment, c'est réduire les listes d'attente. Donc, le dernier projet de loi, la dernière réforme du gouvernement du Québec, normalise le recours aux centres médicaux spécialisés, mise en place de mini-hôpitaux privés. On a appris récemment qu'on va parler d'hôpitaux gériatriques et non des hôpitaux comme c'était prévu au début. Et donc, en quoi cette ouverture de nouvelles offres de services privés peut régler ou non les listes d'attente, les délais d'attente dans le secteur public? Bien, en fait, comme je le disais tantôt, quand on ouvre des cliniques médicales privées pour faire des chirurgies, parce que c'est beaucoup de ça dont il est question là, dans les derniers mois, on a privatisé massivement les chirurgies. Et là, quand je dis massivement, je veux vraiment dire massivement. Puis c'est intéressant parce que j'ai des données sur l'Outaouais, et l'Outaouais est un exemple triste des conséquences de cette privatisation-là des chirurgies. En Outaouais, on est passé d'à peu près 0 % de chirurgie réalisée dans le secteur privé en 2019, quelque chose comme ça, à 50 % des chirurgies réalisées dans le secteur privé 2 ans plus tard. On a massivement privatisé les chirurgies en Outaouais et ce que ça a donné, c'est que l'Outaouais, c'est la région où la privatisation des services a été la plus rapide et la plus massive au Québec. Et c'est aussi la région où le volume de chirurgie réalisée dans le secteur public a diminué de façon massive, la plus massive. En Outaouais, les chirurgies effectuées dans le secteur public ont diminué de 23 %. Il n'y a aucune autre région au Québec qui se compare à ça. Donc, on a voulu réaliser un plus grand volume de chirurgie dans le secteur privé, et ça, on a réussi à le faire. Parce que les chirurgies qu'on privatise, ce sont des chirurgies qu'on peut McDonaldiser, je dirais. C'est-à-dire que ce sont des chirurgies qu'on peut faire à la chaîne, là, comme on fabrique des burgers dans une entreprise de fast-food. C'est des chirurgies qui doivent être faites, évidemment, qui sont importantes, mais c'est des chirurgies simples qui peuvent être faites à la chaîne, en grand volume et qui génèrent des profits importants. Mais pour être capable de les faire, ces chirurgies-là, on a besoin de main-d'œuvre, et donc, ce qu'on peut déduire de la diminution des chirurgies faites dans le secteur public durant la même période, c'est que le personnel, c'est là qu'on a été le chercher. On a été le chercher dans le secteur public. Et dans le secteur public, c'est là qu'on fait les chirurgies les plus complexes auprès de gens vulnérables, qui ont des comorbidités, qui ont des risques de complications. Toutes ces personnes-là n'ont pas accès aux chirurgies qui sont faites dans le secteur privé. Et ça, c'est un exemple de cas où on a des chirurgies on a de la privatisation qui est payée par le public. Hein? Les gens, ces chirurgies-là qu'on privatise, là, c'est payé par le public. Les gens n'ont pas à payer pour y avoir accès, mais ça crée quand même des iniquités parce que le privé va aller vers ce qui est le plus rentable et donc, forcément, on va laisser de côté les gens avec
les situations les plus complexes et les gens souvent les plus vulnérables et avec les plus grands besoins. Donc, on retrouve encore une fois ces conséquences-là à l'iniquité qui viennent avec la privatisation, même quand c'est payé par des fonds publics. Donc, on alourdit la tâche du système public en finançant de manière publique des chirurgies dans le privé. En même temps, est-ce qu'on n'ouvre pas des brèches et des espaces où il peut y avoir du privé-privé, ce faisant? Bien, effectivement, parce que quand on privatise, on nous promet toujours que, on ne nous promet pas toujours, mais on nous promet souvent que ça va être gratuit, que ça va être payé par le public. Mais en réalité, ce que l'expérience démontre très bien ici et ailleurs, c'est que quand les services sont donnés dans le secteur privé, même quand c'est supposé d'être gratuit, très souvent, finalement, ce n'est pas gratuit. Le meilleur exemple de ça ici au Québec, c'est l'exemple des fameux frais accessoires que les médecins ont chargés dans leur clinique privée. Les médecins payés par le régime public, là, qui ont chargé pendant des années des frais accessoires à leurs patients. Et là, on parle de sommes qui sont de plusieurs dizaines de millions de dollars par année chargés aux patientes et aux patients en frais accessoires. C'était illégal pour les médecins de charger ces frais-là, mais ils l'ont fait quand même en toute impunité pendant des années, sans que les gouvernements interviennent, ni le gouvernement fédéral, ni le gouvernement provincial, ni la RAMQ. Il a fallu des poursuites de citoyennes et de citoyens pour forcer le gouvernement fédéral à intervenir. Et c'est le gouvernement fédéral, finalement, qui a forcé le gouvernement provincial à intervenir et à interdire les frais accessoires qui étaient déjà illégaux. Donc ça, c'est un exemple de quand on est dans un contexte privé, même financé par le public, c'est très possible qu'on doive payer. Et la privatisation des chirurgies, ça a amené aussi à des choses comme ça ailleurs. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y a eu une privatisation des chirurgies qui s'est faite et c'est venu avec des frais, des millions de dollars illégaux chargés en frais aux patientes et aux patients là, dans les dernières années. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit le même genre de choses se produire ici éventuellement dans le contexte de la privatisation des chirurgies au Québec. C'est pas pour voler des punchs, mais je vous invite vraiment à vous procurer le livre Santé Inc. Et un des passages qui m'a particulièrement plu, ou c'est-à-dire révolté, c'est cette anecdote où un adolescent arrive dans une clinique dans la région de Montréal et doit rebrousser chemin car cette journée-là, on est dans du privé-privé, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Bien, cette espèce de la place de plus en plus grande que prend le secteur privé dans notre système public, ça crée aussi beaucoup de confusion et beaucoup de mélange des genres. Et on est aussi face à des médecins et à des entreprises privées, parce que ce n'est pas toujours des médecins qui sont propriétaires des cliniques médicales, c'est de moins en moins des médecins même. Donc, des entreprises qui développent toutes sortes de stratégies pour contourner l'essence, disons l'esprit de la loi. Et finalement, on se retrouve dans des situations où on a dans la même clinique des médecins participants à la RAMQ et des médecins non participants à la RAMQ dans la même clinique. Ou bien, ce n'est pas exactement la même clinique, il y a deux locaux différents, mais c'est la même réceptionniste. Et là, si on arrive et qu'on veut voir un médecin dans le public, puis on se fait dire, OK, la liste d'attente est là ou non, il n'y a pas de place, mais si vous voulez payer, juste à côté ici, vous avez accès tout de suite à un rendez-vous. Et il y a des cas, effectivement, où c'est une journée, on a des médecins RAMQ, une journée, on n'a pas de médecins RAMQ. Et ces cliniques-là sont référées par la plateforme publique Clic Santé, qui dirige les patientes et les patients vers des cliniques comme ça, payantes, pour des services. Donc, on normalise vraiment le recours à des services payants pour des services médicaux. Là. On s'entend, là, c'est vraiment des services essentiels. Là. Donc, cette logique insidieuse-là qui avance de plus en plus. Et le temps file, je paraphrase, on entend souvent dire que le privé va permettre de réduire la bureaucratie, de décentraliser les systèmes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bien, je parlais tantôt de l'exemple des médecins et de leur facturation à l'acte. Bien, ça, c'est un très bon exemple de privé qui ne réduit pas du tout la bureaucratie, mais il réduit la démocratie, par contre, on pourra y revenir. Il ne réduit pas du tout la bureaucratie. Au contraire, une bonne part de la bureaucratisation de notre système public vient du fait
on a sous-traité une bonne partie des services au secteur privé, ce qui génère toutes sortes de... la nécessité, en fait, c'est quand même des services qui sont payés par l'État. Donc, l'État doit, d'une manière ou d'une autre, s'assurer que les services sont donnés, s'assurer que les services sont de qualité. Ce n'est pas toujours fait, mais on doit, en principe, le faire. Donc, ça génère beaucoup de bureaucratie. Et en fait, on le sait très bien que les systèmes de santé les moins efficaces sur le plan de la bureaucratie, ce sont les systèmes qui sont privés. Les systèmes comme celui des États-Unis, qui est le pire contre-exemple et qui est aussi le modèle par excellence d'un régime entièrement privé. Le système de santé aux États-Unis, c'est le plus cher au monde. Et quand je dis plus cher, là, je veux dire qu'en pourcentage de son PIB, là, donc proportionnellement à la taille de son économie, aux États-Unis, on dépense 2 fois plus que le deuxième pays le plus cher qui arrive juste derrière. C'est une perte d'efficacité immense. Et ça, c'est en bonne partie en raison des frais administratifs et de la bureaucratie qui est nécessaire pour être capable de gérer un système privé où on a une multiplicité d'assureurs, une multiplicité de prestataires qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui doivent se coordonner pour s'assurer que le bon patient, avec la bonne assurance, va dans le bon hôpital et que le patient est effectivement assuré. Et tout ça, ça génère une bureaucratie et des inefficacités monstrueuses. Et là, ben, c'est vers là qu'on veut se diriger, plutôt que de... et ça, un autre bon exemple, c'est l'assurance médicaments. C'est ce que j'allais dire. La raison pour laquelle une commission du gouvernement et tous les experts qui ont analysé la question au Québec et au Canada disent si on a une assurance médicaments universelle, ça va coûter beaucoup moins cher, c'est parce que ça va être beaucoup plus efficace sur le plan administratif, ça va être beaucoup moins lourd à gérer bureaucratiquement. Donc, l'idée que le privé est plus efficace et génère moins de bureaucratie, c'est une fable complètement farfelue. Et pour ce qui est de la décentralisation, bien, c'est vrai à court terme. C'est vrai que si, par exemple, on a plein de cliniques privées qui donnent des services, bien, chacune de ces cliniques-là qui est indépendante, qui sont indépendantes les unes des autres, au départ, bien, on est dans un système qui est plus décentralisé que dans un système comme celui au Québec, où là, on est vraiment dans une structure très centralisée de gestion du système de santé. Mais le problème, c'est que quand on a un système privé qui perdure assez longtemps dans le temps, il y a une tendance dans tous les marchés capitalistes à la concentration. Et c'est ce qu'on constate, par exemple, dans le cas des résidences privées pour aînés, où il y a une très grande concentration des joueurs, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une quantité restreinte de grandes entreprises multinationales, éventuellement, qui possèdent une très grande quantité de cliniques. Et en ce moment, c'est ce qui est en train de se produire au Québec. Il y a des groupes financiers immobiliers au Québec qui possèdent plus de 100 cliniques médicales. Un groupe, plus de 100 cliniques médicales, c'est juste reproduire une centralisation, mais dans un contexte privé où là, le contrôle démocratique sur la gestion de ces services-là est absolument inexistant, alors que, bon, il y a des graves problèmes de contrôle démocratique dans le secteur public également, mais au moins, il y a la possibilité de mettre en place, et il y a déjà eu des méthodes de gestion démocratiques qui sont possibles dans le secteur public et qui sont pas du tout possibles dans le secteur privé parce qu'on est face à des entreprises privées qui appartiennent à des actionnaires et ce sont eux qui décident, qui prennent les décisions de gestion qui concernent les services. Autrement dit, la privatisation empêche toute forme de gouvernance démocratique des organisations dans le milieu de la santé. Et donc, c'est l'actionnaire qui décide et non la communauté ou les citoyens ou l'Assemblée nationale, par exemple. Effectivement. Les entreprises capitalistes ne sont pas des organisations démocratiques. Ce sont des organisations bureaucratiques. Il faut le répéter en 2024. Le temps avance, on a environ 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Les alternatives. On parle notamment dans cet excellent livre, Santé Inc., d'Unplug, de déprivatisation. Je pense que c'est des petits pas, mais ce qui se passe avec, par exemple, les soins dentaires, l'assurance médicaments notamment, tout ce qui est psychologie, etc., il y a certaines tendances vers la déprivatisation, non?
Bien, il y a effectivement des gains qui sont faits et qui sont le résultat de luttes acharnées et de longue haleine par des groupes citoyens, des groupes qui se mobilisent et qui revendiquent ce genre de gains-là. Et c'est clair que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut aller vers une déprivatisation complète, à mon avis, du système de santé et de services sociaux. En fait, les solutions, elles sont connues. Elles sont connues depuis longtemps. Elles sont connues depuis la commission Castonguay-Neveu des années 60-70. On le sait, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut déprivatiser les services et on sait comment le faire également. Pour déprivatiser les services, il y a des choses qu'on peut mettre en place. On pourrait, par exemple, décider que tous les services qui sont financés par des fonds publics on ne peut pas être financé par des fonds publics pour donner des services si on est une entreprise à but lucratif. On pourrait décider ça. Il y a des millions et des milliards même qui sont versés, qui sont dépensés de la part du secteur public pour acheter des services dans le privé. Bien, on pourrait rendre conditionnel le financement public à bien, vous devez vous convertir en organisme à but non lucratif ou encore vous devez intégrer le système public si vous voulez continuer d'être financé publiquement. Et c'est exactement de cette manière-là que le gouvernement a procédé dans les années 70 quand il a nationalisé les hôpitaux au Québec. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est faisable. De toute façon, ces organisations-là sont financées entièrement par des fonds publics depuis des décennies. Donc, il n'y a pas de raison de faire autrement. Et il y a toute la question des assurances aussi, là, qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder. Mais de ce côté-là aussi, il y a des choses à faire parce que tant qu'il va y avoir un marché qui va exister, un marché important des services qui va exister, ça va être difficile de bien faire fonctionner notre système public. Mais avant de terminer, on entend souvent dire déprivatiser, ça veut dire intégrer dans le réseau public, socialiser ou renationaliser, mais ça coûte cher, ça. On n'a pas l'argent. Bien, comme j'ai dit tantôt, on a déjà 19 milliards de dollars par année collectivement qu'on dépense pour s'acheter des services dans le secteur privé. Donc, il y a déjà, c'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent, c'est juste que cet argent-là, il est dépensé de manière un peu inéquitable. C'est les personnes qui ont les moyens de payer. Le financement est inéquitable, si on veut. Donc, il y a de l'argent à aller chercher là. Mais ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si on socialisait ou si on renationalisait les services de santé, on ferait des économies parce que le privé, contrairement à ça, c'est un autre mythe qu'on n'a pas abordé, mais c'est pas vrai que le privé coûte moins cher. C'est vrai seulement dans les cas où on accepte de rogner les conditions de travail ou de rogner la qualité des services, ce qui vient très souvent ensemble. Si on est capable, si on est prêt à payer les gens vraiment moins cher, moins bien formés, avec une moins bonne qualité de service, là, c'est vrai que ça va coûter moins cher, mais ça va donner aussi des résultats dramatiques sur le plan de la qualité des services. Et ça, on l'a vu pendant la pandémie, partout au Canada, les résidences, les centres pour personnes âgées privés à but lucratif ont eu plus de contamination et plus de décès que les centres publics ou à but non lucratif. Donc, c'est possible de payer moins cher, mais en général, si on ne veut pas aller vers rogner les conditions de travail, on va se retrouver avec des services qui vont coûter plus cher. Et un exemple excellent de ça, c'est les agences de placement de personnel. Quand on a commencé à avoir recours aux agences de placement de personnel, au départ, c'était pour économiser. C'est parce que ça coûtait moins cher. Et c'était vrai au départ que ça coûtait moins cher, justement parce que les employés d'agence étaient moins bien payés. Et ce qu'on a fait éventuellement, c'est que le réseau public a développé une dépendance à ces agences-là. Et à force que le réseau a développé une dépendance, bien, les agences ont eu beau jeu d'augmenter leur prix. Et pendant la pandémie, c'est devenu carrément scandaleux, là. On a tous entendu ces histoires-là où des agences débauchaient des infirmières du public pour leur revendre ensuite à 150 $ de l'heure. Donc, quand on est dans un marché capitaliste, c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'applique. Donc, ça finit par coûter cher, finalement, d'essayer de réduire les coûts en privatisant les services. Anne Plourde, merci de nous avoir visités chez Action Santé Outaouais ce soir. Tout le monde ici, merci beaucoup pour votre présence au relais plein air du Parc La Gatineau et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.